Je vous demande d'accueillir chaleureusement Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Sylvain, qui es-tu en tant que Sylvain Carl, mais que fais-tu aussi dans le web? Ça fait une vingtaine d'années que je fais du web, de l'Internet, de la techno. Quand j'ai commencé, on appelait ça le multimédia. Oui, c'est vrai. Présentement, je suis Developer Advocate chez Twitter. C'est le terme anglophone. En français, on dit évangéliste techno ou ambassadeur, qui est peut-être un autre terme qu'on peut utiliser. Puis, ce que je fais en fait, c'est que j'apporte mon expertise de la compréhension des technologies de Twitter, les API pour les programmer, les différentes applications. C'est ce que je faisais avant d'être chez Twitter. J'avais une start-up qui utilisait les données de Twitter. Et puis, mon travail, c'est d'être un facilitateur. C'est donc de présenter ce que Twitter peut faire et de rendre possible d'accompagner les gens qui ont des projets. Un exemple simple, il y a 2 ans, pendant les élections, les gens d'Élections Québec m'ont contacté, ils m'ont dit « Ah, on aimerait ça, on a un projet, on aimerait ça tweeter en temps réel les résultats quand les bureaux de vote vont être fermés puis quand on va avoir les décomptes. C'est-tu possible? Y a-tu des obstacles? Comment on fait ça? » Puis là, j'ai regardé avec eux, je me suis dit « Oh, ça va être beaucoup de tweets en pas beaucoup de temps, on va vous arranger ça parce que si vous allez trop vite, on va peut-être en perdre. C'est quoi les détails? Comment ça va fonctionner? » On a fait des tests avec leur script pour s'assurer que ça marchait. Fait que ça illustre bien le type de travail que je fais. C'est un mélange d'accompagnement puis un petit peu de gestion de projet. Bien que oui, c'est pas mes projets, ce sont leurs projets. Mais moi, j'ai le coffre à outils de Twitter, je connais bien les outils qui sont là. Puis là, ils me disent, je vais faire telle affaire. Puis je dis, pour ça, on devrait prendre un marteau. Ou non, prends pas un marteau pour faire ça. Prends la clé à molette, ça va être mieux, tu sais. OK, il y a vraiment le terme ambassadeur remonte bien. Là. Oui, je pense qu'ambassadeur, ça fonctionne bien, là, outre sa fonction politique. Là. Voilà. Une autre chose que je fais chez Twitter, oui, je disais ça à la blague. Oui, vulgarisateur, ça fonctionne bien. J'ai toujours dit que je voulais être le Uber Eats de l'Internet. Je travaille à la barbe d'ailleurs. Une autre chose que je fais, une façon d'expliquer un petit peu ce que je fais, c'est aussi d'être à l'écoute. Dans le terme advocate, ce que j'aime bien du terme advocate, on l'a perdu en français parce qu'on dit avocat, puis ça représente la loi, mais un advocate, c'est quelqu'un qui fait un plaidoyer pour les autres. Donc, une partie importante de mon travail aussi, c'est d'écouter ce que les gens font, qu'est-ce qui marche pas, puis de ramener ça à l'interne dans les équipes de produits avec les ingénieurs, puis de dire, les gars, je sais qu'on a fait ça de même, mais tout le monde se plaint que ça serait bien mieux si c'était fait d'une autre façon. On peut-tu regarder, on peut-tu évaluer c'est quoi les options, on pourrait-tu continuer de faire ça comme ça, mais offrir une alternative. Et puis, donc, j'aime beaucoup aussi ce rôle-là d'être à l'écoute et puis d'être celui qui va un peu en amont amener aux produits des améliorations. Je travaille avec les gestionnaires de produits, avec les ingénieurs. Ça prend une ouverture absolument phénoménale de la part de la compagnie, de la part de l'équipe de développement. Ça prend beaucoup de communication. Oui. En fait, c'est ça. Ça prend je pense que ça prend une compagnie ou une organisation qui a au cœur de ses valeurs cette ouverture-là. Voilà. Ça prend aussi quelqu'un qui est prêt à en prendre parce que tu te crées plus de travail si tu écoutes ce que tout le monde a à dire. T'sais. Mais si tu veux faire un meilleur produit, faut le faire. Ça donne le résultat. Fait il y a ce... Moi, ça m'a fasciné quand même un souci d'excellence puis d'offrir toujours ce qui est le meilleur. Donc vraiment une intégrité de produits et de services qui est extrêmement élevée. En même temps, avec une vélocité, une capacité d'essayer des nouvelles choses, de faire des erreurs, de les corriger, puis de s'améliorer. Je dis souvent, ce qui est fantastique à l'échelle de Twitter, c'est qu'avec 240 millions ou plus d'utilisateurs, si tu fais un test avec 1% de tes utilisateurs, c'est 2,4 millions de personnes. C'est bien du monde. Voilà. Mais si tu fais une erreur avec 1% de tes utilisateurs, tu fais une erreur avec 2,4 millions de personnes aussi. Oui. Fait que c'est comme c'est un couteau à deux tranchants, là. Voilà, en se souhaitant le moins d'erreurs possible. Oui, c'est ça. Mais ça fait que tu développes la capacité de dire, si je veux expérimenter puis livrer des nouvelles choses tout le temps, il faut que dans mon système, ça soit facile de reculer. Parce que si c'est compliqué de corriger mes erreurs, je ne vais jamais rien essayer. Fait que c'est pas juste la capacité de faire des nouvelles choses, mais c'est la capacité aussi de défaire les choses. Parce que
c'est un élément important, je pense, de cette culture-là là, de Twitter. C'est typiquement venant de l'Ouest, mais en même temps, on espère que ça s'en vient rapidement. Mais ça me fait patiner sur la prochaine question. Tu as expliqué un petit peu le terme techno-évangélisme, mais tu l'as expliqué en fait. Est-ce que tu crois que de notre côté, ici, là, on devrait commencer à avoir ce genre de poste-là, ce genre de... Bien, ce qui est je dis souvent, tu sais, je suis une bébite un peu bizarre parce que c'est la combinaison de la technologie puis de la communication. Puis, naturellement, c'est pas quelque chose qu'on retrouve si souvent. Par exemple, dans les écoles d'ingénierie logicielle, on apprend la gestion de projet, mais on n'apprend pas nécessairement à faire une bonne présentation, à expliquer simplement son produit. Ce sont des habiletés qu'on apprend un peu sur le tas. Mais on se rend compte aujourd'hui dans une société connectée, dans une société où tout le monde peut se plaindre tout le temps sur Twitter. Ça a été inventé pour ça. Oui, voilà. Ça fait partie des habiletés nécessaires de quelqu'un qui est en technologie, dans un poste de direction ou dans un poste stratégique. C'est cette capacité-là de simplifier ton message, de bien communiquer, une capacité d'écoute puis de synthèse, parce que souvent les gens vont t'expliquer quelque chose puis tu prends pas ça directement pour le ramener à ton équipe, tu vas analyser un peu, tu vas dire OK, il me dit ça, mais ce qu'il veut vraiment dire, c'est telle autre chose, c'est ça qui est important dans ce qu'il me communique. Donc, cette intersection-là entre la technologie et la communication, moi je pense que c'est fondamental. Et c'est même on a des meet-up à tous les mois, des développeurs advocates à San Francisco, et on échange entre nous pour dire, toi chez Dropbox, comment ça se passe, puis toi chez Mozilla, comment tu fais ça, puis nous chez Twitter, on fait ça comme ça. Puis cette ouverture-là, puis cet échange-là, en quelque sorte, crée cette profession-là qui est quand même, elle existe depuis quelques années. Google était une des premières compagnies qui a eu beaucoup de développeurs advocates, mais auparavant, il y a eu Microsoft aussi qui est parti là, avec les blogs, il y avait des podcasts, des vidéos. Donc, il y a une tradition de ça. Le premier, c'était Guy Kawasaki chez Apple. C'est lui qui a nommé ça un évangéliste. Oui, voilà. C'est de sa faute. c'est son terme. On lui donne le copyright avec beaucoup de plaisir. Bien, écoute, on va revenir sur ta conférence qui a ouvert l'édition 2014. Explique-nous un peu, en résumé, là, ce que tu nous as présenté. En fait, c'est ça. J'avais 90 minutes pour déambuler un peu. J'appelais ça technico-philosophique. Oui. Mais j'avais envie d'explorer avec les gens ici cette intersection-là de la société en réseau. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change dans la société quand le réseau est partout, quand on est toujours sur le réseau? Et puis, je me suis posé la question, je le fais-tu en ordre chronologique, puis finalement je l'ai fait géographiquement, c'est-à-dire que je suis parti d'ici, de ce qui se passait ici au Québec, la situation actuelle, puis après ça, avec quelques constats quand même, et en contraste avec ce que je voyais en Californie, avec l'innovation, j'appelle le modèle Silicon Valley, et cette détermination-là de dire, de parler des choses sur lesquelles tu travailles, de partager, mais aussi de les faire. Donc, ce côté-là très pragmatique, moi je dis toujours, je suis un idéaliste pragmatique. C'est un peu ça, tu sais. Oui, Puis, il faut des deux, de toute façon. C'est un juste équilibre, là. C'est le côté givré et le côté... oui, sinon c'est juste... Le côté juste de blé entier, c'est ça. Ça prend les deux. Et puis, je voulais un peu explorer avec les gens ici aussi l'histoire qui est un peu méconnue d'où ça vient l'Internet, les réseaux, quelles étaient les influences. Pourquoi c'est arrivé sur la côte ouest? Ça, c'était intéressant pour moi d'amener les gens un petit peu dans cette direction-là. Puis aussi, de se poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Puis une de mes grandes questions, c'est, on a une délégation générale du Québec à Paris, on en a une à New York. Elle est où la délégation du Québec sur Internet? Et ma réponse était, c'est vous. Oui, on commence par ici. Oui, en fait, je me suis sentie personnellement touchée par ça. Merci pour ça. Puis même, tu as terminé justement, évidemment, je ne raconterai pas la fin, mais même je te dirais, qu'est-ce que tu voudrais que quelqu'un qui a assisté à ça, dans un an, regarde la vidéo et se dit, ah oui, c'est ça que je voulais passer comme message. Quels sont les points les plus importants que tu aimerais qu'on regarde? Un de ceux-là, c'était, t'es beau, t'es fin, t'es capable, tu peux faire ça. Parce que moi, ça m'a beaucoup inspiré de voir des gens, d'entendre des histoires
de gens qui faisaient leur chemin, leur propre chemin, qui n'était peut-être pas un chemin classique, mais qui disaient, ben ça, c'est important pour moi, puis ça, je vais le faire à ma manière parce que je pense que c'est la bonne façon de le faire. Fait qu'un petit peu ce côté-là un peu résolument indépendant, mais de dire, je vais le faire. Mais en même temps, ce qui est important pour moi, si je suis un socialiste, c'est ce côté collectif-là. C'est-à-dire que tu fais ton chemin à toi, mais pendant que tu fais ton chemin, puis peut-être la direction de ton chemin, de prendre en considération les autres, la société dans laquelle on vit, puis d'avoir cette générosité-là. Moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé fascinant en Californie. Il y a une générosité intellectuelle, humaine. Il y a vraiment quelque chose, quand on dit l'esprit de la côte ouest, là, il y a vraiment quelque chose qui est différent. Mais en même temps, c'est peut-être bien différent de New York et de Toronto, mais je trouvais que ça ressemblait au Québec. Il y a comme une générosité, un accueil, une chaleur, un côté latin un peu, un côté francophone qui est différent. Puis je me disais, ben on est capable de faire ça, nous autres, ce genre d'affaires-là. Puis c'était un petit peu la blague, je dis que j'importe des idées par le réseau. C'est parfaitement légal. Puis c'était un petit peu ça, c'était mon idée principale, c'était d'offrir de l'inspiration, d'amener une perspective. Oui. Et puis j'étais content de le faire, j'étais content d'être ici à Québec. J'ai préparé cette conférence-là spécifiquement pour le Web à Québec. C'était une exclusivité, si j'ai bien compris. C'était une exclusivité, c'était une première et je sais pas si c'était une dernière, mais en tout cas, c'était le message que je voulais amener aux gens qui étaient ici aujourd'hui. Est-ce que tu crois que dans les entreprises, les consommateurs, les services publics se devraient d'adopter ce genre de façon de faire? Parce que là, tu dis, il y a une générosité, il y a un transfert, il y a une communication, mais en même temps, ici, si on veut gagner de l'argent, des fois, on a tendance à rester fermé. Mais Twitter, ça fait de l'argent, là. Oui, voilà. C'est ça à quoi je voulais en venir. C'est quand même... il semble que ça casse le moule. Mais c'est un modèle différent. C'est-à-dire que les compagnies en technologie qui sont financées par le capital de risque, puis j'ai essayé d'en faire un bout ici au Québec, puis il y en a qui le réussissent, mais moi, j'ai pas réussi. Mais il y a cette notion-là de... Une start-up, une compagnie en démarrage, c'est pas comme une compagnie qui est à maturité. On accepte que pendant un bout de temps, on n'a pas trouvé notre modèle d'affaires, puis qu'on est en exploration, puis qu'on perd de l'argent pendant ce temps-là. Oui. Puis on accepte que la plupart de ces compagnies-là vont faire faillite. C'est normal. Puis ça c'est dur dans la culture ici. Oui. C'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement. Immédiatement. C'est ça. Puis, à l'échelle d'une entreprise, on peut faire ça, on peut le voir à l'échelle de projet. J'aimais beaucoup la citation d'autres conférences qui disait, si tu veux faire plusieurs échecs, assure-toi que c'est des petits échecs que tu fais vite et qui ne coûtent pas trop cher. Comme le 2 millions tout à l'heure. Là. Exactement. Mm-hmm. Donc, cette culture-là de l'expérimentation, de l'apprentissage continu, de dire, on est constamment en train d'améliorer ce qu'on fait. C'est pas... On fait des spécifications, on travaille sur le projet puis on livre. La réalité d'aujourd'hui, c'est pas ça. Ça change constamment. C'est pas vrai qu'en commençant un projet en informatique, on connaît tous les besoins de nos utilisateurs. On leur a même pas parlé à nos utilisateurs. Voilà. Un an après, on leur met une interface devant eux, puis là, on est surpris qu'ils soient pas contents, mais ils l'ont jamais vu, puis là, ils disent, là, on fait jamais ça, cette affaire. Le gros Python, tellement mieux, on fait jamais ça, mais l'affaire qu'on fait tout le temps, elle n'est même pas dedans, ton interface. Là. Donc, cette idée-là de la collaboration, pas juste avec ton marché ou tes partenaires, mais aussi avec tes utilisateurs. Donc, le rôle du développeur, des programmeurs, des gestionnaires de projets, de produits, c'est beaucoup aussi d'être ce facilitateur. Donc je vois que ça s'applique directement. C'est une culture à développer. C'est un métier qui est en émergence. Ça ne s'enseigne pas nulle part. Le web est encore en émergence. Mais c'est ça. Si on regarde le cinéma, ça fait 100 ans qu'ils font des films. Là. Ils ont des codes, ils ont des façons de faire, puis il y a quand même encore de l'innovation là-dedans, mais il y a un certain cadre. On sait comment financer ça, des films. En tout cas, peut-être. mais en web, en technologie, on est... Au mieux, une première génération, si c'est une et demie ou deux. C'est toujours un plaisir de partager ces quelques minutes avec toi, Sylvain. C'est toujours un plaisir d'être ici à Québec. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. On commencera. Tu reviendras bientôt. Certainement. Merci. Merci. Au revoir.